Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo en psychologie, je vais vous parler des croyances et systèmes de croyances. Donc de l'antagonisme entre ce qui a été programmé dans notre esprit depuis notre naissance, depuis notre enfance, dans le système scolaire ou dans le supérieur. L'antagonisme entre ces croyances et la réalité, les faits. Alors la croyance, c'est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse d'ordre politique, religieuse, etc., de façon qu'elle les considère comme une certaine vérité, indépendamment des faits établis, ou de l'absence de faits établis, confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. En ce sens, elle s'oppose à la notion d'esprit critique, et trouve son antithèse dans l'instrumentalisation, qui considère que les modèles scientifiques ne sont que des instruments, nous permettant de concevoir commodément les phénomènes. Un sceptique, par exemple, considère une croyance qu'il ne partage pas comme une fausse croyance. Un sceptique radical considère toute croyance, ou plutôt toute vérité établie, comme fausse, et ce jusqu'à preuve du contraire. Donc, l'étymologie du mot croyance vient du français créante et du latin credere, croire. Alors, nous allons voir maintenant l'antagonisme entre le système de croyance et les perceptions sensorielles, donc les perceptions cognitives. Croyances et dissonances cognitives. Les croyances ont tenu une grande importance dans la psychologie expérimentale et notamment dans les travaux se situant dans la lignée de ceux du psychologue Festinger sur la dissonance cognitive. Donc entre ce qu'on pense et ce qu'on perçoit avec nos cinq sens. Dans cette conception, toute information faisant partie d'un ensemble de croyances, un système de croyances, reliées entre elles et partagées par une communauté, comme le sont par exemple les divers éléments de croyance d'une religion ou d'un parti politique, et soumise au principe de la dissonance cognitive, ainsi que tout élément cognitif nouveau soumis à un individu possédant des croyances. Donc quelqu'un qui est entre guillemets enfermé dans son système de croyances, quand il aura des éléments nouveaux, des nouvelles informations, il va d'abord inconsciemment voir si le système de croyance accepte ces éléments nouveaux ou les rejette. Donc c'est pas vraiment l'individu qui réfléchit, c'est son système de croyance qui établit ou non les règles. Donc c'est vraiment un très grand danger de l'esprit humain qui est sujet aux manipulations mentales du nouvel ordre mondial. Donc cela entraîne diverses conséquences comme entre autres, en 2 points, une situation d'inconfort de tout individu percevant la désapprobation des autres membres de sa communauté sur ses opinions. Donc si un individu de la communauté du système de croyance arrive à accepter certains faits établis qui sont en dehors de son système de croyance, il risque d'être rejeté par sa communauté et son système de croyance. Ensuite, en deuxième, de grandes possibilités de perception erronée ou de mauvaise interprétation des informations lorsqu'elles entraînent une dissonance avec les croyances d'un individu et que celles-ci ne sont pas modifiées par ces informations. Donc à ce niveau-là, les informations sont interprétées différemment et certaines informations sont entre guillemets bloquées par l'individu parce qu'elles n'appartiennent pas à ces systèmes de croyances. Alors maintenant, on passe à l'origine de la croyance. Alors, philosophiquement parlant, psychologiquement parlant, d'où ça vient? La croyance semble être un mécanisme étroitement lié à la conservation des mécanismes de survie dans la nature, s'il n'en est pas carrément la pierre angulaire. La croyance est le métachème ou le mégasystème, comme on appelle en anglo-saxon et dans les langues d'origine grecque, validant ou invalidant les autres schémas ou systèmes de croyance qui composent nos modes de perception par nos cinq sens, de pensée, donc la méthodologie de pensée, de réflexion et d'action en tant qu'être vivant, et désirant le rester et transmettre cette vie. Donc en fait, ça pose déjà le contexte. L'être humain, qu'est-ce qu'il veut à la base? C'est transmettre sa vie, et si certains systèmes de croyances ne permettent pas la transmission de la vie, il risque de ne plus y adhérer du tout, et même exclure complètement les modes de perception, les modes de réflexion et d'action de systèmes de croyances qui pourtant sont intéressants. C'est en fait la forme conceptualisée, donc une forme qui est rendue intellectuelle, donc qui est intellectualisée, comme le sommet d'un iceberg, de ce mécanisme de validation complexe du système de croyances donné, donc de l'égrégore, qui semble autant faire intervenir des modes physiologiques, biomécaniques, sensoriels, les cinq sens, émotionnels et intellectuels. C'est une des facettes du censeur. Donc il peut y avoir une censure de la communauté ou de la société, il peut y avoir de l'autocensure. L'autocensure intervient par les logiciels que nous avons dans notre cerveau, qui est en quelque sorte un ordinateur.
C'est une des facettes du censeur qui va enclencher la mise en action de schémas, donc de méthodes d'action, en réponse à une situation et informé par un vérificateur. Le vérificateur, c'est directement le système de croyance. Sera lié au classement de chaque schéma, de chaque système de croyance, selon son efficacité relative dans la transmission de la vie et dans la survie de l'espèce. Mais c'est aussi celui qui empêche la rupture en cas de situation paradoxale, cette croyance. Quand aucune réponse ne peut être mise en œuvre, la croyance prend un relais inattendu. C'est là que l'on trouve les mythes. Donc la mythologie, les mythes ancestraux. Ils sont une accommodation d'un réel relatif et incertain, inexplicable. Ils sont une façon d'expliquer la réalité en mode économique et permettent d'arranger une situation paradoxale. Donc mode économique, c'est-à-dire que l'économie, c'est le fait de gérer sa maison, sa communauté. Donc on essaie de gérer d'une certaine manière en arrangeant une situation paradoxale. À ce moment-là, le cerveau n'ayant pas reçu les informations sensorielles permettant la conceptualisation, l'intellectualisation, ou que le résultat obtenu n'est pas du tout celui attendu. L'activation sous forme de mythe vient du fait que nous puisons dans notre histoire individuelle un ensemble de données dont la relative proximité avec la situation paradoxale permet de résoudre temporairement cette situation cognitive inconfortable. Donc on perçoit une situation qui est étrange, qui est pour l'instant inconnue à nous-mêmes, à notre famille ou à notre lignée, et on essaie de s'y adapter en demandant au logiciel en fait s'il est d'accord ou pas, au système de pensée. Et c'est, quelle que soit la forme que prend le mythe, notre capacité à croire en ce mythe qui va nous soulager d'une situation inconfortable. Alors, je vais faire le lien directement avec la fixation de la croyance selon Peirce. Donc c'est un philosophe qui dit que, voilà, au niveau du doute et de la croyance, quelle est l'ambivalence? Le doute est un état de malaise qui nous rend incapables d'agir, donc dans le contexte du système de croyance. Il laisse nos questions en suspens pendant quelque temps et crée de nouvelles encore plus irritantes pour le système de croyance, pas pour nous, mais pour le système de croyance auquel nous sommes attachés parce qu'il nous semble que c'est plus facile ainsi de survivre dans la nature. Le doute nous pousse à chercher de nouvelles réponses afin d'abolir l'état de malaise qui l'accompagne et le remplacer par un nouvel état de croyance. La croyance est une habitude agréable. Le doute est un état de déséquilibre qu'on tente de surmonter par la recherche d'une certaine vérité, donc qui n'est pas la vérité absolue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt.